L'adoption internationale a été pratiquée pendant la Seconde Guerre mondiale pour mettre à l'abri des populations d'enfants européens menacés par la guerre totale dans des familles d'accueil situées dans des pays frontaliers ou bien neutres. Nous avons vu que cela a été le cas de nombreux enfants espagnols pendant la guerre civile, mais il y a eu aussi des enfants français juifs pendant l'occupation nazie. Ce type de placement avait également pour but de préserver la filiation et l'identité de l'enfant, bien souvent mise à mal par la guerre, et ainsi faciliter la recomposition des familles dispersées et minimiser l'impact. Parallèlement à cette protection dite en cas de guerre totale, des enfants ont été placés dans des familles non pas pour les protéger ou bien protéger leur filiation, mais pour les rééduquer idéologiquement. Cela a été le cas lors des dictatures sous Franco en Espagne pour éradiquer le camp démocrate et sous Hitler en Allemagne pour créer une race supérieure aryenne. Ces deux tendances se côtoient toujours après la guerre de Corée, et ce grâce au fait que la Corée connaissait déjà depuis l'époque de l'occupation japonaise 1910-1945 des adoptions idéologiques d'enfants coréens préalablement séparés de leur famille biologique, puis déplacés sur l'archipel nippon en vue d'y être définitivement acculturés dans des familles japonaises. Aucun recensement de cette population coréenne invisible n'a été fait à ce jour. Les Japonais d'origine coréenne n'ont pas conscience de leur passé. Est-ce un mal pour un bien ? Pour l'historien, déterrer le passé n'a pas d'autre but que de restituer à des victimes oubliées de l'histoire une mémoire qui leur a été volée. Les victimes les plus à plaindre ne sont pas forcément toujours des enfants, dans le cas précis de notre étude, mais il s'agit aussi de la mémoire de toute une famille, de parents, de grands-parents, de frères, de sœurs, de tantes, d'oncles, qui ont attendu toute leur vie des signes ou bien des traces d'êtres chers disparus. Au début des années 80, la Corée du Sud a commencé à diminuer son quota d'enfants adoptables à l'étranger. Plusieurs facteurs expliquent ce changement de cap de la protection de l'enfance. Le niveau de vie des familles sud-coréennes a augmenté, les droits des femmes sud-coréennes se sont développés, et enfin, la Corée du Sud a boosté ses adoptions nationales. Depuis les années 1970 jusque dans les années 2000, l'adoption internationale était vivement critiquée sur le plan international. À partir de la Convention de La Haye de 1993 et la volonté de mieux réguler la pratique de l'adoption internationale se fait ressentir face à l'explosion des trafics d'enfants. La Corée du Sud est-elle visée par ces textes de loi ? Pourquoi a-t-elle mis du temps à ratifier cette convention ? Nous traiterons dans ce 8e chapitre un des aspects les plus marquants de la répercussion de la protection de l'enfance en cas de guerre. Nous développerons donc l'histoire des adoptions internationales des enfants coréens et essaierons d'apporter une définition du trafic d'enfants dans le cadre législatif de l'adoption internationale. Tout commence en 2004. Les médias sud-coréens dénoncent pour la première fois à la télévision nationale un trafic de nourrissons dans des maternités privées de la capitale. Le reportage présente au grand public la manière dont procèdent certaines agences d'adoption pour inciter des mères célibataires vulnérables à abandonner leur enfant après la naissance. En échange, la clinique prend en charge sa grossesse et apporte à la mère un soutien financier. Pour cela, ces dernières doivent signer un acte d'abandon où elles renoncent définitivement à leur bébé pour qu'il puisse être adopté à l'étranger. Cette affaire survient au moment où a lieu le grand festival des Coréens adoptés d'outre-mer qui se tiendra à Séoul. Le reportage aborde publiquement la question supérieure des enfants et, de manière plus effacée, la recherche des familles biologiques. Le 11 mai 2004,
l'association des Coréens d'adoptés d'outre-mer organise un grand festival sur la place de l'hôtel de ville à Séoul pour commémorer la perte de leur famille. Le ministère de la Santé s'est alors exprimé au nom du gouvernement coréen en décrétant que le 5 novembre serait, à partir de l'année 2005, une journée consacrée à la commémoration des Coréens adoptés d'outre-mer. Cependant, cette mesure n'est pas vue comme quelque chose de très pertinent, tout comme l'incitation médiatisée faite à l'encontre des familles coréennes pour adopter davantage d'enfants coréens et ainsi résorber l'adoption internationale. En réalité, la plupart des Coréens adoptés d'outre-mer présents à ce festival attendent du gouvernement sud-coréen surtout une aide concrète pour retrouver leur famille biologique. Voici le témoignage d'un Coréen d'adopté d'outre-mer. Je suis venu en Corée pour retrouver ma mère biologique. Les documents d'adoption qui sont en ma possession ne mentionnent aucune trace d'elle. Alors je cherche complètement dans le vide et c'est vraiment décourageant. La Corée du Sud n'a rien prévu pour nous aider à retrouver nos familles. Fin de citation. Si la Corée du Sud s'est encore peu exprimée sur le sujet du regroupement familial des enfants coréens adoptés, c'est parce que ce sujet est complètement occulté par celui de la réunification. L'organisation des retrouvailles des membres d'une même famille coréenne séparés par le 38e parallèle est considérée comme un indicateur de paix et de stabilité. Le retour des Coréens adoptés d'outre-mer en Corée du Sud est longtemps invisibilisé car cet événement révèle plutôt l'impuissance de l'État sud-coréen face à l'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures. Je cite, « Pourquoi la Corée ne veut-elle pas ratifier la Convention internationale des droits de l'enfant, comme le font d'autres pays qui proposent des enfants à l'adoption internationale ?» Dans un document remis en avril par le représentant d'une organisation des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, il est pourtant bien recommandé à la Corée du Sud de signer la Convention de La Haye. Le gouvernement semble toujours s'y opposer, sans donner toutefois d'explication. Fin de citation. Cette critique de l'adoption internationale d'enfants coréens fait en fait écho aux attaques menées par les médias nord-coréens qui, à travers le journal Pyongyang Times, cherche à retourner l'opinion internationale contre son voisin du Sud en l'accusant de, je cite, « livrer aux Occidentaux des orphelins coréens pour qu'ils puissent en tirer des bénéfices ». Fin de citation. L'instrumentalisation politique de l'adoption internationale des enfants coréens est dirigée à cette époque plus particulièrement vers les vétérans américains de la guerre de Corée et est caricaturée par le magazine Hanyang qui voit l'adoption internationale comme un moyen de rabaisser la nation. Je cite, « Dans quel but les Occidentaux importeraient-ils des enfants coréens ? Difficile de croire que ces gens adoptent nos orphelins juste par empathie. Comment pourraient-ils transformer nos orphelins en individus droits ? Une telle vertu n'existe pas dans leur société où ne règne que la loi de la jungle. Seule explication possible, les Occidentaux pensent, en adoptant des enfants coréens, investir dans une manœuvre bon marché. Les conquérants n'ont-ils pas toujours réduit les autochtones pour en faire des êtres serviles, comme dans leur passé colonial ? Si les parents occidentaux s'intéressent à éduquer les enfants qui viennent de si loin, c'est qu'ils entretiennent l'espoir plus tard d'en faire de bons domestiques. Comme doit être grande l'épreuve de ces enfants. Fin de citation. Les provocations nord-coréennes se poursuivent jusqu'en 1988 où, à l'occasion des Jeux Olympiques de Séoul, la presse nord-coréenne lance de nouvelles attaques qui sera cette fois-ci relayée par le magazine américain The Progressive qui emploie des termes comme « transaction illicite d'enfants coréens ». Après les Jeux Olympiques, les allégations nord-coréennes continuent à se répandre dans les colonnes du journal The People Korea, dont la teneur est toujours aussi infamante pour le gouvernement sud-coréen, incapable d'ailleurs jusqu'à là de démentir. La Corée du Sud restera silencieuse jusque dans les années 1990, où commence alors à émerger une première tentative de dialogue nord-sud. La Corée du Nord traverse effectivement à cette époque une grave crise humanitaire due à des catastrophes naturelles qui impactent directement la population.
Face aux conséquences désastreuses, la Corée du Sud va proposer une aide humanitaire en Corée du Nord, notamment en y dépêchant des équipes médicales. Il est alors question de transférer des enfants nord-coréens pour les mettre en lieu sûr en Corée du Sud. Après avoir su que des représentants de l'adoption internationale comme la All Children Service figuraient parmi le personnel des équipes humanitaires, Kim Il-sung réfute l'idée de voir partir des enfants coréens vers l'étranger. Suite à ce revirement, le gouvernement sud-coréen contre-attaque et fait divulguer dans la presse quelques chiffres concernant l'adoption internationale d'enfants nord-coréens déplacés vers des pays pro-communistes durant la guerre de Corée. Ainsi, tout le monde peut voir qu'entre 1951 et 1952, 2500 orphelins nord-coréens auraient été adoptés dans des pays communistes autres que la Corée du Nord. 1500 enfants auraient été transférés en Roumanie, tandis que des centaines d'autres seraient répartis dans des familles en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, mais aussi en Mongolie, en Chine et en Russie. Les statistiques de l'adoption internationale nord- et sud-coréen, qui s'étalent en réalité sur une période plus longue, de 60 ans et plus, font ressurgir le spectre de la guerre froide, ainsi que la partition idéologique de la Corée par des grandes puissances étrangères.